Bienvenue à tous dans Café des Hommes, deuxième. Aux manettes aujourd'hui, nous avons le trio de choc habituel, Martial le Magnifique, Ralph l'Intrépide, Moss votre humble serviteur, et nous avons un invité surprise, Karl, qui nous rejoint de l'île de la Réunion, où il va être notre correspondant pour parler des gilets jaunes sur l'île de la Réunion. Un problème qui n'a pas forcément été très médiatisé en métropole, mais qui est vraiment important. Nous avons un programme très chargé aujourd'hui. On va faire un petit tour par le courrier des lecteurs. Vous avez été très nombreux à nous répondre sur les 2 dernières vidéos qui ont été sorties. Et nous allons donc lire ces messages ensemble. Nous allons parler des gilets jaunes, puisque c'est l'actualité chaude du moment, de l'île de la Réunion, de la manifestation Nous Toutes, de Tariq Ramadan, de la visite de Donald Trump à Paris, et de Ménard qui a été relaxé dans le cadre de son action juridique qu'il opposait aux féministes. Et tout en fin d'émission, nous ferons un petit point sur la journée de l'homme, ce qui s'est passé et quelles ont été les retombées médiatiques. On peut peut-être commencer par faire un petit tour de la buvette, un petit tour du bar. Qu'est-ce que vous buvez les uns les autres ? Alors pour ma part, je commence à la vodka 6 citrons, mais une fois ce premier Dijon avalé, je passerai sur un petit Pic Saint-Loup car je soutiens la viticulture de ma région. Moi c'est café. Ralph. J'ai eu un week-end chargé et là je suis au café. Karl ? Moi je tourne au coca, je soutiens l'Amérique, vive Trump. Pour ma part, je suis au Cointreau, donc bon. Peut-être Karl, du coup, tu peux nous faire te présenter rapidement pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, et puis pour moi aussi parce qu'en fait je ne te connais pas vraiment. Donc Karl, je vis sur l'île de la Réunion. Je m'intéresse aux questions masculines depuis 15 ans à peu près. J'ai commencé à m'y intéresser sur des forums anglo-saxons. Et je suis content que ça prenne avec beaucoup de retard dans le monde francophone. Voilà. Ok. Bon, très bien. Bienvenue à toi, Karl. Oui, bienvenue. Bienvenue. Ça fait plaisir d'entendre des voix différentes et d'avoir des voix nouvelles. Est-ce qu'on passe par le courrier des lecteurs ? Mais oui. Avec Allons-y, plaisir, ouais. C'est parti. Bon. Alors je crois que le premier message est pour toi, Ralph. Dommage pour les chemtrails, faut revoir ta copie, Ralph. Alors qu'est-ce que tu as à dire à ça ? Bah ouais, j'avais dit que la porte-parole autoproclamée des Gilets jaunes, dont on n'a plus entendu parler, donc de toute façon c'est un non-sujet. Oui, c'est vrai qu'elle a disparu, oui. Elle a disparu de la circulation, c'était une spécialiste des chemtrails, et j'avais dit que c'était du bullshit. Et j'ai donc Jean Tug qui me dit « Dommage Ralph, il faut revoir ta copie ». Bah écoute Jean Tug, j'irai faire mes propres recherches sur internet, voilà. Leila Al, je crois, qui nous dit « Excellente nouvelle de vous voir ensemble sur audio de cette longueur, notamment néo-masculin. Juste une remarque en passant, il serait bien d'entendre par la suite les sujets où vos avis divergent un peu, afin de ne pas avoir la sensation que vous vous validez l'un l'autre 3 fois chacun sur les thèmes, même si c'est ce qui vous réunit aussi et qui nous permet de vous écouter aujourd'hui. Bon courage pour la suite. » Moi sur le sujet j'ai envie de dire que effectivement on a été un peu peut-être sur du consensus dans le premier Café des Hommes, mais que je pense que on a des différences quand on discute entre nous, on les voit bien, mais après ça dépend des sujets. Il y a des sujets où on est parfaitement d'accord, des sujets où on l'est moins. Je pense qu'on a plus une approche aussi où on se complète les uns les autres plutôt qu'on est en opposition claire, donc voilà. Oui. Après, effectivement, on sera certainement pas d'accord sur tout le temps. Mais oui, je vois plutôt ça comme des points de vue différents qui ont tendance à se rejoindre sur les mêmes choses. Je suis pas certain qu'on soit obligé d'être en opposition frontale sur tout, quoi. On peut aussi avoir chacun un angle de vue qui, sans être opposé, diffère néanmoins.
Oui, je pense pas qu'on aura le cirque médiatique habituel des plateaux télé avec deux personnes qui se cassent la gueule pour essayer de parler et dire des choses opposées. C'est plus, on est plus dans une approche, je dirais, intellectuelle où on a des avis qui sont pas forcément les mêmes, mais on peut accepter qu'il y ait des différences, quoi. Et c'est pas forcément, enfin, ce que dit par exemple Martial n'est pas faux. Et si j'ai un avis légèrement différent, ça peut être juste un avis légèrement différent. Ça veut pas dire que je vais lui crêper le chignon. Ralph? Non. Bah ouais, rien à Ok. redire. Rien à redire. Ouais, c'est ça. Merci Alors, Leïla. sur Autodafé, alors le titre, les mecs, ça craint, on brûle pas les livres, putain. Même cette daube doit exister comme contre-exemple, et je ne parle pas de la charge culturelle nazie que le terme a. Sinon, pour le reste, c'est top. Vos analyses argumentées, le ton inquisition donne un bon petit côté second degré, et le respect que vous avez. C'est pour ça que je comprends pas trop le choix de votre titre. Merci de vous être sacrifié. Bah, dès qu'on est un tout petit peu en opposition politique, dès qu'on n'est pas sur la ligne de la doxa, on est tout de suite traité de fasciste ou de nazi. Donc je pense qu'avec ce titre, on a voulu jouer de ça, voilà. Puisque c'est excessif, et bah allons dans l'excessif, tous ensemble. Oui, je le vois aussi comme du second degré. Et puis je pense qu'en fait on fait un travail qui est pas forcément très simple, qui est celui de critiquer les livres incritiquables. Parce qu'il y a un paquet de bouquins ou de films qui sont incritiquables juste parce qu'ils concernent une minorité et on touche pas. C'est le totem, on peut pas toucher. Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'était de déboulonner les bouquins qui sont mauvais, parce qu'il y a éventuellement des bons bouquins qui sont publiés sur ces sujets aussi. Tout à fait. Mais quand il y a des mauvais livres et que personne n'ose s'y attaquer, ben nous c'est notre job de nous y attaquer. Tout à fait. Alors effectivement, il y a des bouquins sur les sujets féminins qui sont bien. Je peux en conseiller. Sur Autodafé, alors d'abord avec un brin, cet anti-germanisme primaire qui me fait apprécier Pierre-Yves Rougeron, je dirais que certes, les nazis en ont fait beaucoup, mais que bordel, c'est quand même une invention latine, quoi. C'est nous qu'on l'a inventé. On brûlait déjà des livres et des hommes alors qu'ils n'avaient même pas encore fini de christianiser la Prusse. Donc ne laissons pas nos grands succès civilisationnels aux mains des boches. D'autre part, ouais. je rappelle que, là encore, Cocorico, d'après BHL, voir son bouquin L'idéologie française, le fascisme est une invention française aussi, quoi, bordel. Enfin bon, il fait commencer le fascisme à Bergson, donc c'est... Du coup, le fascisme, c'est large, hein. Mais voilà, donc plus sérieusement, et là je m'en excuse auprès d'Alexis Fondana, avec qui j'ai eu cette discussion à une époque où j'étais beaucoup plus frileux, où je me disais qu'il fallait absolument, entre guillemets, donner des gages, être tout à fait correct et autres. En fait, ceux qui sont en face nous détesteront toujours. Parce qu'ils détesteront toujours le concret, la vérité, et la virilité intellectuelle. Donc de toute façon, ça ne sert à rien d'essayer de faire les gentils, ils nous traiteront toujours de fascistes. Donc un peu plus, un peu moins, voilà. Bref, on les emmerde. Voilà. La dédiabolisation est une stratégie perdante. Tout à fait. Donc voilà. Donc on garde le titre parce que moi je trouve que le titre claque, quoi. Ouais. Alors, on a eu plusieurs commentaires de Ozalnef, qui a une chaîne aussi très intéressante. Et bon, voilà, donc j'en ai sélectionné un. Honnêtement, je suis perplexe. Que veulent ces femmes ? C'est une vraie question. Certaines femmes veulent une famille, d'autres une carrière. Jusque-là, rien d'étrange ou d'incompréhensible. Mais elle, j'arrive pas à appréhender son état d'esprit, c'est frustrant. On dirait qu'elle veut être entretenue, mais sans se l'avouer, qu'elle souhaite ne pas avoir de devoirs, tout en ayant des libertés, agir sans réfléchir, mais sans subir les conséquences. C'est une adulte qui se prend pour une enfant, non ? Elle devrait essayer de l'assumer et de faire passer ça pour du militantisme social en disant qu'elle est trans-âge, ça passerait. Ainsi, elle garderait sa fierté intacte tout en gardant sa philosophie de vie. C'est pas de sa faute, elle n'a toujours rien à assumer. J'ai trouvé que c'était un commentaire assez pertinent aussi, parce que c'est vrai que le côté on veut vivre dans une enfance permanente est tout à fait bien vu en fait. Oui, je dirais que par contre que c'est le contraire, c'est pas une adulte qui se prend pour une enfant, c'est une enfant qui n'a pas grandi et qui croit qu'elle est adulte. À part ça, oui, c'est très bien vu.
Et je le rejoins également là-dessus, c'est très difficile de faire une théorie de l'esprit sur des gens comme ça. C'est très très dur. Donc une théorie de l'esprit, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est le fait d'arriver à se mettre dans la tête de l'autre, quoi. Et je sais pas vous, moi j'ai beaucoup de mal à faire une théorie de l'esprit sur ce type de personne. Je comprends pas non plus. Je ne saisis pas ce qu'il y a dans son de tronche, je pense qu'il n'y a rien en fait. Bah moi je crois que c'est surtout un problème d'un vide intersidéral qu'elle essaye de combler avec des problèmes du quotidien, quoi. Mais concrètement, oui, on est d'accord, il y a aucune vision à long terme. Il y a une sorte d'atemporalité aussi dans sa vie qui est assez stupéfiante. C'est-à-dire qu'elle ne voit jamais plus loin que le bout de son nez finalement. On reste toujours dans de l'immédiat, dans du ressenti direct, et on n'a jamais de vision à long terme en fait. Oui, et puis on n'a pas d'alternative, c'est-à-dire que le monde est pourri, mais qu'est-ce que t'aimerais concrètement à la place? Et là, on sait pas. Ouais. Ralph Effectivement, les féministes, on ne sait pas ce qu'elles veulent. C'est un fait. Ouais, enfin, elle, c'est un cas un peu extrême, je dirais. Parce que. C'est un cas un peu extrême, ouais. Bon, et alors le dernier commentaire que j'ai sélectionné, c'est un commentaire de Paul R, critique trop sociologique, donc gauchiste de base, sauf pour frère Ralph. Donc, j'en déduis que nous sommes des gauchistes, Martial. Vous êtes des gauchistes. C'est ça, j'assume mon rôle de gauchiste de la bande. Ouais, je sais pas trop quoi répondre à ce genre de commentaires. Rien. Moi, je vais peut-être répondre 2 secondes. C'est que on doit faire un exercice qui est quand même assez difficile, c'est de lire un livre mauvais, c'est-à-dire que au bout de 3 pages, normalement, il vous tombe des mains. Nous, on est quand même allé jusqu'au bout. Et c'est assez difficile de dire quelque chose d'intelligent sur du vide intersidéral. Donc, on se met à la hauteur, parfois on se met aussi à la hauteur de ce qu'on critique. Et voilà quoi. Et on a mis l'accent sur justement l'absence de dimension sociologique de son livre. Tout était personnel, interpersonnel. Et donc, on a essayé d'élever un tout petit peu la réflexion. Mais c'est sûr que quand on parle de Carol Five, on va pas parler de métaphysique. Clair. Oui, je te rejoins sur le fait que le vide du bouquin, en fait, rend la chose difficile à critiquer. Et même au niveau du bouquin, on a finalement critiqué presque plus l'approche qui était promue par le bouquin que le bouquin lui-même. Parce que il n'y a pas énormément de matière dans ce livre, honnêtement. Il n'y a rien. Tu dois avoir 20% du livre, c'est des copier-coller de putain de forums Doctissimo, quoi. Et 40%, c'est des énumérations de tâches ménagères. Elle passe la serpillière, elle passe l'aspirateur, elle lave une tasse, elle accroche un torchon, elle prend une serviette. C'est à se tuer, quoi. Bon, je vous propose de passer à l'actualité chaude, donc les gilets jaunes. Alors, est-ce que... Peut-être qu'il est utile de préciser que nous enregistrons cela le dimanche 25 au soir. Donc à l'heure où nous parlons, je suis désolé pour l'anachronisme s'il y a des gens qui nous écoutent plus tard, à l'heure où nous parlons, Macron est encore en poste, il n'est pas encore enfuté à Varennes. Donc voilà, nous n'en savons pas beaucoup plus que ce qu'on en sait, enfin on sait même beaucoup moins que ce que vous en savez vous quand vous enregistrez, enfin je vais y arriver, quand vous écoutez ça. Ouais. Est-ce que l'un de vous veut faire un petit point rapide sur ce qui s'est passé, juste, enfin sans aller forcément dans tous les détails, Ralph, peut-être, vu que tu t'es promené sur le champ de Mars. Moi, ce que je peux en dire, c'est ce que j'en ai vu aux Champs-Élysées. Je sais pas ce qui s'est passé dans les autres manifestations en France. J'y suis allé sur les coups de 16h-17h, c'était assez tendu. On annonçait, je crois, dans les médias, on a annoncé entre 8000 et 10 000 personnes. J'ai vu les deux, j'ai vu 8000, j'ai vu 10 000. Ça me semble très, très, très sous-estimé parce que les Champs-Élysées, c'est une avenue énorme. Il y avait quand même de la population. Et puis, je crois que les gens, je crois qu'il y a eu un roulement. Comme moi qui suis allé entre 16h et 17h, le temps de me faire gazer. Il y a des gens qui sont venus, ils sont restés 2-3 heures, puis ils sont partis. Donc sur la journée, je crois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde. C'était très chaud.
Il y avait des trucs qui cramaient, il y avait des barrières par terre. Voilà. Et les images ont été passées en boucle toute la journée, que ce soit sur BFM ou RT, donc j'ai pas grand chose de plus que ce qu'en disaient les images, voilà, à dire. Ok. Alors moi, il y a quand même, au niveau des chiffres, on a eu des chiffres un petit peu contradictoires. On a eu les chiffres annoncés par Christophe Castaner qui sont de 106 301 manifestants. 301. Oui, 301. Castaner est un homme précis. Ouais. Et on a eu aussi le syndicat de police, les policiers en colère, qui eux en ont dénombré un peu plus de 800 000, si ma mémoire est bonne. Donc, au niveau de ces chiffres, comment on mesure les manifestants? Comment on s'en sort avec tout ça? Quel chiffre vous retenez, vous? En général, on prend le chiffre le plus bas, on prend le chiffre le plus haut, et puis la vérité se situe entre la vérité se situe entre les deux. Donc c'était, ça a réuni encore une fois beaucoup de monde. Oui, de toute façon, on peut raisonnablement partir du principe que Castaner ment, comme principe général, global et permanent. Oui, et puis le fait que la journée du 24 novembre est moins mobilisée que celle de la semaine précédente, surtout à Paris, c'est plutôt normal parce que pour moi, c'était plutôt un appel pour les ultras, quoi, pour les gens méga chauds, quoi. C'était plus le rassemblement des familles où on danse, où on a des petits slogans. C'était un peu plus chaud, donc c'est normal qu'il y ait eu un peu moins de monde. Et puis, comme d'hab, on va surtout parler de la mobilisation à Paris, en oubliant qu'il y a quand même tout le reste de la France. Dans tout le reste de la France, il s'est passé des choses aussi. Et il y a eu des gens mobilisés partout. D'ailleurs, peut-être que Karl peut nous parler de la Réunion. Donc, à la Réunion, la mobilisation, elle a été réellement massive. Moi, je suis né ici et j'ai jamais vu un mouvement pareil, quoi. Donc, sur une île qui est quand même assez petite, il y avait à peu près une trentaine de barrages. Elle a été tellement massive qu'il y a eu des renforts de gendarmes mobiles qui ont été envoyés. Donc, je crois qu'ils ont envoyé plus de 500 gendarmes mobiles parce que la situation, elle était quasiment pré-insurrectionnelle. Donc, avec des émeutes, des pillages de magasins, c'était réellement chaud. Oui, alors Après, je vais compléter un petit peu parce que j'ai récupéré quelques chiffres aussi. Il y a eu 14 communes de l'île de la Réunion qui ont été mis en couvre-feu. Couvre-feu qui a été levé, je crois, ce matin. Tu confirmes? Ouais, ça a été levé ce matin et donc de 21h à 6h, interdiction de circuler. Voilà. Alors moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait eu un supermarché qui avait été brûlé sur Saint-Denis. Alors probablement qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu pas mal de pillages. Oui. Et puis on m'a aussi signalé qu'il y avait des problèmes au niveau de l'aéroport de Gilo parce que il y avait des problèmes d'approvisionnement en carburant pour les avions et que donc les touristes. En fait, c'était à la fois des carburants, d'approvisionnement en carburant, et puis aussi d'accès même à l'aéroport, vu que il y avait un point où on empêchait le passage. Donc les principaux points d'entrée et de sortie de la Réunion, donc l'aéroport et le port de commerce, sont jusqu'à ce jour bloqués. Et d'accord. Et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y avait le ministre de l'Outre-mer qui était censé se rendre sur place mercredi. Est-ce que toi, tu as des informations supplémentaires par rapport à ça? Donc c'est prévu qu'elle vienne mardi ou mercredi, mais je pense le gouvernement temporise pour voilà quoi. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que au-delà de la grogne fiscale qui a été la base il y a des problèmes très spécifiques à la Réunion. Et ce qui explique cette explosion.
Mais justement, ces problèmes spécifiques, voilà. tu peux nous en parler un petit peu? Bah donc déjà le coût de la vie ici est très très élevé par rapport à la métropole. Un produit peut parfois être le double ou le triple. Donc tout est très cher et puis des problèmes plus structurels avec 30%, enfin un peu moins de 30% de chômeurs. Un taux d'illettrisme, je pense, peut-être un des plus forts de France. Je crois sur 800 000 habitants, on compte à peu près 110 000 illettrés. Oh. Ouais. La vache. Putain. Donc. Ah ouais. Et donc, oui, voilà. Et puis aussi, la population est très jeune. Avec un horizon quand même assez bouché au niveau emploi, études et tout le reste. Bah. Moi, ce que je peux dire, alors je connais pas la situation à La Réunion, il y a un contexte insulaire très précis. Moi, ce que j'ai vu à Paris, c'est que c'est clairement une colère de la classe laborieuse autochtone. C'est ce que j'ai vu. Et grosso modo, j'attends pas grand-chose du mouvement Gilets jaunes. Je crois pas que ça va avoir d'incidence politique majeure. Le gouvernement ne va pas prendre de mesures extraordinaires à la suite de ce mouvement. Mais on a une catégorie de la population qui est en train de prendre conscience d'elle-même et qui est en train de peut-être en train de se libérer du mépris que les élites ont pour elle depuis toujours. Parce que c'est une catégorie de la population qui est traitée depuis 40 ans de beauf, de bas du front. Il y a un vrai mépris de classe à leur endroit. Et je crois que tous les anathèmes qu'on a accolés à cette population commencent à plus fonctionner. Voilà. Ouais. Qu'ils soient... Vas-y. Ouais. Non, vas-y, je t'en prie. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, ce qu'on voit dans les rues, c'est on va dire que c'est pas du bobo qui regarde Canal, quoi. C'est effectivement la France profonde. C'est la France qui souffre aussi, à qui on dit ta gueule. Alors effectivement, il faut pas en attendre grand-chose, parce que pour l'instant, c'est encore très poli. On nous a parlé de quelques petites flambées de violence ici et là, mais pour l'instant, ce n'est encore pas des émeutes de la faim. Pas encore. Ça pourra le devenir, donc, si les choses continuent à ce train-là. Et puis, je trouve que les gens sont vraiment très gentils et très polis. Ils en sont encore à demander, parce qu'on les écoute, ils en sont encore à croire que s'ils portent des cahiers de doléances à leur bon seigneur, celui-ci va se rendre compte que, oh là là, je ne me rendais pas compte que tout cela vous lésait à ce point, mes braves serfs, excusez-moi, on va changer. Non, détrompez-vous. Nous ne sommes pas gouvernés par des cons. Nous sommes gouvernés par des gens qui savent très bien ce qu'ils font, et qui tapent sur le peuple en connaissance de cause, et volontairement. Donc, effectivement, tant qu'on sera poli, il se passera rien, ou peut-être quelques ajustements à la marge. Voilà. Mais donc moi je les ai pas trouvés violents, je les ai pas trouvés particulièrement remontés. Je trouve que les Français sont encore très calmes. Oui, par rapport à ça, moi j'ai tendance j'ai une vision un peu différente de toi, Martial, du coup. Je le vois plus comme... en fait, je pense que le gouvernement est aussi prisonnier que le peuple, finalement, de son rôle, parce que le gouvernement ne fait finalement qu'appliquer les directives qui viennent de plus haut, que ce soit des banques, que ce soit des banques centrales, des directives européennes. Et je pense que finalement, eux aussi sont pris en otage entre les deux. Donc on se retrouve dans une situation où le gouvernement ne peut pas vraiment accéder aux demandes des Gilets jaunes, et en même temps ils vont devoir être obligés de jouer leur partition jusqu'au bout, parce que leur mandat c'est d'arriver jusqu'au bout et de maintenir le cap quoi qu'il arrive. Ruffin a eu une phrase très juste en disant que Macron c'était Marie-Antoinette. Effectivement, il a raison. Macron, c'est Marie-Antoinette, c'est quelqu'un qui a la jouissance du pouvoir sans exercer le pouvoir réel, parce que c'est pas lui le patron.
mais qui en a l'apparat, et donc c'est quand même aussi sur lui qu'on va taper, comme on dit. Karl, j'ai vu que tu avais envie de... Oui. Donc moi je pense aussi que en fait le gouvernement et les élites d'une manière générale ne sont pas du tout innocentes. Elles ont un parti pris idéologique clair. Elles ne s'en cachent pas qu'elles veulent être la tête de la fusée, que si les autres doivent suivre à marche forcée. Et voilà quoi. Donc ils s'en cachent même pas. Alors, effectivement, le gouvernement, il est dans une impasse puisqu'il ne peut pas desserrer l'étau fiscal sur les classes laborieuses. Il n'en a pas la possibilité, il n'en a même pas le pouvoir. C'est pas lui qui... La plupart des mesures, c'est pas lui qui les décide. La seule marge de manœuvre qu'il a, lui, c'est de taxer un peu par là, de baisser du service public d'un autre côté. Il a très peu de marge de manœuvre. Tout est entre les mains de la Commission européenne. Et ben voilà, en fait, cette stratégie que le peuple ne veut pas, cette idéologie que le peuple ne veut pas, ça fait des années qu'elle le fait passer un peu comme... c'est un peu comme l'art moderne. Si vous trouvez que l'art moderne, c'est de la merde, vous êtes méprisé, vous êtes rétrograde. Et ben la politique depuis 30 ans, 40 ans, c'est un peu la même stratégie. Si vous trouvez que le libre-échange, le féminisme, le vivre ensemble, c'est pas bien. Si vous comprenez pas le génie et le progressisme de ces idéologies, eh bien, vous êtes un moins que rien, quoi. Vous avez vraiment rien compris, vous êtes un bas du front. Et je crois que ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Après, le gouvernement essaie quand même de maintenir le cap et de se défendre. Moi, j'ai constaté qu'il y avait deux grandes stratégies du gouvernement pour se défendre. La première, c'était d'essayer à tout prix de politiser le mouvement des Gilets jaunes, qui n'est pas forcément politique à la base. Donc, ils essayent absolument de les pousser en disant que c'est l'extrême droite, que c'est l'ultra-droite. Et le deuxième stratagème que j'ai repéré, c'est essayer de jouer l'identitarisme contre la politique. Donc essayer de pousser en face des Gilets jaunes des manifestations alternatives. Donc là, on a eu la marche Nous Toutes. J'ai vu aussi des vidéos tournées sur la communauté noire en Île-de-France. Je pense qu'on va continuer un peu dans cette logique-là. Donc en gros, essayer de monter des écrans de fumée utilisant d'autres types de manifs. Et finalement, on arrive à peu près à la même chose que ce qui s'est toujours passé dans les pays communistes. C'est-à-dire que quand il y a une manifestation contre le pouvoir, si jamais il y en a une, eh ben, on crée une contre-manifestation immédiatement. Voilà, sauf que là, on n'a pas besoin de créer une contre-manifestation, il suffit de donner un mot d'ordre, de dire les femmes sont victimes de violences conjugales ou sexuelles, et d'un seul coup, on a toute une branche d'associations féministes qui sont les idiots utiles du système finalement, et qui vont faire d'elles-mêmes la contre-manifestation. Alors attention, la marche du 24 a été prévue depuis longtemps. Ouais. En revanche, effectivement, des marches féministes, comme de toute façon vous en avez une par mois environ, il suffit de juste pousser un petit peu le feu au niveau médiatique sur l'une pour pouvoir effectivement lui donner une visibilité importante. Après effectivement, hein, ce sont clairement les idiotes utiles mais très idiotes quand même, enfin pas toutes. Moi ce qui m'a marqué là-dessus, c'est que, bon, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui ont entendu Laurence Rossignol, hein, qui priait les Gilets jaunes de ne surtout pas manifester le 24 pour ne pas gêner ces bonnes dames, donc vos gueules des gueux, laissez défiler les bourgeoises. Mais ce qui est intéressant, c'est que même le HuffPost a compris qu'il y avait un truc qui allait pas. C'est-à-dire le HuffPost a publié un communiqué d'une association féministe qui disait « Nous ne marcherons pas le 24 ». C'est-à-dire qu'il y en a qui commencent à se rendre compte qu'on les instrumentalise, quoi. En l'occurrence, elle reprochait aussi le fait que dans ce mouvement, en fait, c'est un grand n'importe quoi, vous avez de tout, et vous avez y compris des gens qui, au nom du féminisme, justifient l'excision. Donc c'est assez intéressant de voir que, donc, bon alors attention, hein, ça, c'est pas encore arrivé au cerveau de Libé, hein, mais bon, même le HuffPost a compris qu'il y avait quand même
quelques merdes. On notera d'ailleurs que le mot d'ordre à la base c'était la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui par magie est devenue une lutte contre les violences faites aux femmes. C'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas subir de violences sexistes ou sexuelles, c'est bien connu. Au-delà de ça, donc on nous a dit « Oh, super, elles étaient 12 000 ». Là encore, on peut douter des chiffres, et puis bon, elles étaient 12 000, certes, mais 12 000 à Paris, bon, combien ailleurs ? Honnêtement, je sais pas. Mais ça m'étonnerait que ça ait atteint la même ampleur que chez les jeunes. Moi, j'ai été voir toutes les photos du rassemblement pour la manifestation des violences faites aux femmes. Bizarrement, aucun plan large. Alors que 12 000 personnes, c'est quand même c'est quand même un bon nombre. Aucun plan large, donc c'est peut-être un oubli des journalistes. Bon, alors, ils étaient trop émus, c'est trop d'émotions devant tant de courage. Et tu ne vois sur les photos que 4-5 types, un mec avec une image, un truc comme ça. Ouais. C'est que du serré, ouais. Ouais, c'est que du serré et à hauteur de vue, donc on peut pas voir ce qu'il y a derrière. Donc il y en avait 12 000, mais moi j'ai pas vu les 12 000. Et en ce qui concerne les tentatives de récupération, il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont parlé des gilets jaunes, et je les ai vraiment trouvés tous minables. Soit ils parlaient de légalisme, ils sont obsédés par le légalisme, donc ils condamnaient les manifestations parce qu'elles n'avaient pas été déclarées en préfecture, il n'y avait pas d'horaire, il n'y avait pas d'endroit. Ouais, mais sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Quand la colère se manifeste, il n'y a plus de légalisme qui tienne. La prise des Tuileries non plus n'avait pas été déclarée en préfecture. Voilà, ils sont dans une contradiction parce qu'ils sont tous républicains. Donc, ils sont issus d'un système de pensée, lui-même issu d'une révolution qui n'était pas légaliste. Donc là, ils sont un peu dans une contradiction, une impasse. Quand on a dégagé les poudrés qui chiaient derrière les rideaux, on n'a pas fait de déclaration en préfecture. Et les autres hommes politiques que j'ai entendus, ils prenaient vraiment le problème par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire qu'ils sont encore sur l'idée que le problème, c'est l'augmentation des taxes sur l'essence. Alors que le problème est beaucoup plus profond que ça, et je crois qu'ils éludent volontairement tous les aspects anthropologiques de la colère des Français, et c'est notamment ce que j'ai vu chez la France Insoumise. Eux, ils sont vraiment encore dans le modèle de la manif, avec des revendications précises, des organisateurs. Sauf que ça marche pas, hein. Ça n'a jamais marché, donc voilà, ils ont tous été misérables, tous. C'est sûr qu'ils voudraient tous avoir une liste de revendications précises parce que ça permet de faire de cocher des cases et de dire ça y est, on a répondu à toutes vos attentes. Après, je pense que le problème de fond, c'est que les Français sont juste écrasés d'impôts, que plus de la moitié de leur rentrée d'argent partent directement à l'État, que ce soit en impôts, en taxes, etc. Et c'est normal que les gens il y a eu aussi les gens se révoltent avec ça. Il y a eu une sorte de décalage aussi entre... je sais pas si vous avez vu passer cette perle de Darmanin qui disait que c'était terrible oui, il comprenait la vie difficile des Français qui gagnaient que 950 € par mois, parce que quand on savait qu'il fallait dépenser jusqu'à 200 € pour aller au restaurant, effectivement, c'était difficile. Et là, on se rend compte de toute la différence qu'il y a, du clash de niveau de vie en fait, parce que celui qui gagne 950 € par mois ne va pas au restaurant déjà, et je pense que s'il va dans un restaurant, ce sera probablement un hippopotamus avec un menu à 15 €. Ça, c'est pour un jour de fête. Donc je pense qu'il y a une sorte de décalage comme ça qui se voit de plus en plus, parce que les gens sont pas dupes, quoi. Quand on paye 200 € pour son resto... Oui, non mais bon, ça c'est les nouveaux poudrés. Mais je crois que même au-delà de l'aspect économique, parce que tout n'est pas économique dans la vie, je crois que les Français, ils aiment pas ce que leur pays est en train de devenir. Et voilà, c'est pas que l'argent. C'est pas que l'argent, parce que le peuple français, c'est un peuple qui a prouvé que quand il le fallait, il pouvait faire des sacrifices ultimes. Donc si c'était que l'économie,
et que c'était obligatoire et que les Français comprenaient qu'il faut vraiment faire des sacrifices, mais ils comprennent que ces sacrifices, c'est du foutage de gueule et que c'est pour un projet de société dont fondamentalement ils ne veulent pas. Et c'est aussi autre chose que je voulais dire, quand on en avait parlé à la première émission, on était un peu dans l'expectative, parce que le mouvement n'avait pas eu lieu, on ne savait pas ce que ça allait donner. Et j'avais trouvé un peu dérisoire les revendications des Gilets jaunes sur l'augmentation du prix de l'essence. J'avais dit, ça m'attristait un peu qu'ils se révoltent juste pour ça, alors qu'il y aurait eu tellement d'autres raisons de se révolter. Et j'ai changé d'avis. Je crois que plus le mot d'ordre est simple, mieux c'est. Et qu'en fait, tout le monde comprend pourquoi il est là, et que c'est mieux que ça reste dans le non-dit finalement. Parce que comme ça évite les clivages inutiles. Karl, peut-être on t'a pas beaucoup entendu sur le sujet, un avis sur les revendications, les récupérations médiatiques, Oui, donc, tout ça. Bah, sur les revendications, comme a pu le dire Ralph, c'est il y a toute une partie de non-dit. D'ailleurs, tous ceux qui veulent observer, en tout cas au niveau national, après dans le cas de la Réunion, c'est peut-être un peu différent. Mais c'est clairement une révolte des classes moyennes inférieures. Sacrifiées. Enfin, Les classes moyennes. sacrifiées. La classe moyenne sacrifiée, ouais. Enfin, c'est le peuple qui morfle. Et c'est... je vais peut-être dire un gros mot, mais c'est aussi le substrat ethnique du pays qui et ça c'est tellement évident, mais clairement, qu'on n'a même pas à le dire. Donc et il y a ce côté mondialiste qui peut avoir autour de l'élite politique en France. Par exemple, quand le président invite un DJ avec un t-shirt qui est écrit fils d'immigrés noir et PD. Oui. Dans la cour de l'Élysée, c'était hyper choquant. Et ça touche à la common decency, je crois. Cette révolte du peuple a quelque chose de vraiment qui a à voir avec toute l'œuvre d'Orwell. Oui, ce peuple qui est ni PD, ni étranger, ni n'appartient à aucune minorité. Qui est rien donc. Qui est rien. C'est de la merde. Ouais. Et effectivement, il y a un aspect ethnique qui est évident. La France qui s'est révoltée, c'est l'équivalent de qu'on a eu aux États-Unis, la France white trash qui a voté pour Trump. C'est ça. Hein. Oui. C'est la même chose. Hein. Oui. Moi, j'aimerais revenir un instant sur la marche féministe du 24. Parce que tu évoquais l'immigration. Il y a un sujet connexe. C'est que cette semaine, on a un tribunal qui a acquitté un jeune homme qui, je ne sais plus d'où il venait, Sri Lanka, je crois. Bangladesh. Bangladesh. Tribunal de Normandie. Voilà. Au motif que donc il avait violé une fille, ça a été reconnu, mais il n'avait pas les codes culturels qui lui permettaient de savoir que c'était pas bien. Et alors peut-être que je suis mal renseigné, mais moi en tout cas j'ai pas vu de grands mouvements féministes qui dénoncent ça. J'attends que Oser le féminisme fasse subir à ce juge ce qu'elle fait subir à Kanta. Parce que il y a quand même un point de réflexion à avoir là-dessus. Enfin, même deux. Le premier, c'est que on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, que le mec soit au courant ou pas, on s'en cogne. Et justement, s'il n'est pas au courant que ça ne se fait pas, en tout cas dans nos sociétés, il n'a rien à y foutre, d'une part. D'autre part, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça ? Est-ce que le but, c'est que dans 3 mois, on retrouve le corps du mec horriblement mutilé et que le père de la fille plaide qu'il savait pas que c'était mal ? C'est ça le but ? Ouais. Ah, moi, je serais le père, je le... J'ai une fille, et moi, je me suis dit, s'il m'arrive ça, ouais, il est pas impossible que je retrouve le mec et qu'on aille faire un tour en forêt, quoi. Puis comme je sais que je prendrai 20 ans de toute façon, moi, tant qu'à faire, je me fais le juge aussi. Enfin, est-ce que c'est ça le but, quoi ? Et ce sera pas une balle dans la tête. Oui, c'est ça. Très très long. Parce que j'aime et puis surtout, on crée déjà un précédent
on crée un précédent en fait pour d'autres affaires du même genre. C'est comme si on crée consciemment une porte de sortie pour tous les violeurs potentiels issus de l'immigration. C'est assez consternant. Voilà, c'est-à-dire que tu as cette carte-là à jouer, quoi. Merde. Mais les féministes sont coincés sur ce sujet puisque c'est le paradoxe, c'est la problématique des minorités coalisées. Les minorités sont censées avoir des intérêts communs et ne pas se tirer dans les pattes. Donc, les féministes ne parlent jamais des problématiques inhérentes à l'immigration. Voilà. Elles sont coincées sur ce sujet, elles ne peuvent rien dire. On se souvient de Caroline de Haas, je crois que c'est dans le 19e, le 20e. Les filles se font emmerder, c'est par des afro-maghrébins. Des trottoirs. Ouais. Et là, Caroline de Haas, qui est toujours quand même prompte à dénoncer le mal blanc genre hétérosexuel, elle a dit non, mais là, c'est pas du tout un problème de sexisme, c'est un problème d'urbanisme. C'est les trottoirs. Un problème de trottoir qui n'était pas assez large. Bientôt, je sais pas, elle nous expliquera qu'à Aubervilliers, c'est un problème d'écoulement d'eau des toits. Non, mais concernant Caroline de Haas, c'est normal qu'elle ne se sente pas concernée là-dessus, puisqu'elle n'a pas de formation à vendre à ce niveau-là. Parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est Caro de Haas. On mettra en description un lien vers le site de sa boîte. Caroline de Haas, c'est quelqu'un qui vend des formations contre le sexisme en entreprise et dans les institutions. Donc quand elle est sur un plateau, à la base, elle fait sa promo. Elle vend sa cam. Donc c'est quelqu'un qui est exactement dans la même démarche que le marabout, qui te dit « Je vois bien que le grand esprit te hante. » Et ça, je te le dis gratos. Par contre, après, je vais te faire raquer l'exorcisme. Donc comme, a priori, il n'y a pas de grosse boîte qui a besoin, parce qu'ils n'en engagent pas, qui a besoin de formation spécifique au niveau du sexisme afro-maghrébin, eh ben ça la concerne pas. C'est pas la cam qu'elle vend. Il n'y a pas de billet, à se faire, ouais. Et puis il y a que des coups à prendre, donc elle y va pas. Elle a peur, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on essaie de boucler sur les gilets jaunes? Parce que j'ai une petite question qui est à mon avis intéressante avant de passer à autre chose, qui est qu'est-ce qu'on voit pour la suite? Moi, j'enchaînerais bien sur Tariq Ramadan. Non, c'était pas ça la question. La question, c'était qu'est-ce qui se passe pour la suite des Gilets jaunes? Est-ce que le mouvement se durcit? Est-ce que le mouvement s'essouffle? Comment vous voyez ça? Moi, comment je vois ça, c'est forcément le mouvement va forcément s'essouffler parce qu'à un moment, on peut pas mobiliser les gens éternellement. Mais par contre, la suite, c'est une catégorie de la population qui prend conscience d'elle-même, qui prend conscience de sa force, qui prend conscience qu'il n'y a plus d'unité nationale, qu'ils ont leur intérêt propre, que n'avait pas compris peut-être cette catégorie de la population avant, et donc ça peut donner des choses très intéressantes pour l'avenir. Karl, ton avis? Le mouvement des Gilets jaunes à La Réunion, en tout cas, il continue. Les points d'entrée sont toujours bloqués. Ils repartent de plus belle demain. Les marins-pêcheurs bloquent l'entrée du port, c'est prévu. Et donc, je pense que ça va. Le gouvernement compte sur un essoufflement, mais ça va pas s'éteindre tout de suite. Et je pense qu'il suffira juste de souffler sur les braises pour que ça reparte. Sur moi, j'aurais une question. Moi, j'aurais une question pour Karl. Moi, Métro, qui ne connais rien à la situation de Dom-Tom, je constate quand même que tous les ans, il y a un territoire d'outre-mer ou un département d'outre-mer où ça pète, quoi. C'était la Guyane il n'y a pas longtemps, dont Macron a découvert que c'était pas une île. Là, c'est la Réunion. J'ai l'impression que vraiment, vous en avez gros sur la patate, quoi. Déjà, après, il y a eu la Guadeloupe il y a quelques années où ils ont tenu 44 jours avec le mouvement LKP. Oui, il y a un mal-être de l'outre-mer français, parce que je pense que les gens ils ont vraiment l'impression d'être oubliés, et je crois que c'est pas qu'une impression. L'absence de titres de presse sur ce qui se passe à La Réunion, franchement, témoigne assez bien de l'oubli des DOM. Je suis même persuadé que la plupart de nos auditeurs savent pas placer La Réunion sur une carte. Mais bon, ça, Macron lui-même ne savait pas parce qu'il avait dit qu'à nos départements du Pacifique, en parlant de nous il y a un an, et donc c'est un peu loin. Mais
Autre chose, il y a quelques années, il y avait eu une épidémie de chikungunya. Et donc, ils en ont parlé quand il y a eu 200 morts. Et alors qu'au même moment, il y avait eu un petit chat en Alsace qui était mort de grippe aviaire, et ça avait fait la une des journaux. Donc, l'outre-mer français, c'est vraiment la cinquième roue du carrosse. Voilà, pourtant, c'est la France. C'est réellement la France, autant que le Berry ou le Nord. C'est juste que c'est loin. Alors, si la question de Moss, c'était est-ce que ce mouvement il peut tourner en chaos insurrectionnel, il faut savoir que la France est la championne du monde pour la gestion des émeutes et pour la gestion des situations insurrectionnelles. On est des pros là-dedans, on donne la police française donne des formations dans le monde entier, donc on sait gérer. On a peut-être un ministre de l'Intérieur bidon, c'est Castaner, mais derrière lui, il a une administration qui sait travailler. Après, j'ai quand même vu passer pas mal de soutien policier au mouvement des Gilets jaunes. Je sais pas si on... Enfin, je sais pas quel crédit accorder à ça. Je sais pas si c'est individuel, mais moi la question que je me pose aussi, c'est vu l'état actuel de la police, enfin ils ont quand même des taux de suicide records, il y a un fort mécontentement qui existe déjà dans la police. Il y a un moment donné où on peut se demander si au fond ils vont pas se joindre aussi quelque part à la grogne parce que ils ont des salaires qui sont au plancher et... Alors, Enfin, j'ai dû... si bon. les forces de l'ordre rejoignent les insurgés, là ça commence à être intéressant. Ça pourrait être intéressant. D'autant que le policier de base, il est exactement dans la même catégorie ethnique, Il est sociale, plus proche du gilet jaune moyen que de Macron, quoi. Il est très proche du gilet... Ouais, il est très proche du gilet jaune moyen, c'est sûr. C'est un prolo comme un autre, Bien sûr. un policier. Ok, bon, adjugé, on passe... nous toutes, on en a parlé suffisamment, je pense. On peut passer peut-être à Tariq Ramadan. Je crois que Ralph, toi, t'avais des choses à dire sur le sujet. Bah, je vais faire un petit rappel des faits déjà, et puis vous dire ce que j'en pense. Alors d'abord, je vais vous raconter une petite histoire. C'était entre 98 et 2000. Je suis incapable de vous situer la date exactement. Avec un ami, j'ai un ami qui m'a traîné à une conférence de Tariq Ramadan au Salon du Bourget, dans le 93, je crois. À l'époque, j'avais jamais entendu parler de cet homme-là. J'avais compris qu'il bénéficiait d'un très grand prestige auprès de la communauté musulmane. On est un peu arrivé en avance. J'ai découvert ce qu'était comment ça s'appelle, le salon de l'islam. C'est quoi le nom au Bourget? Ouais, c'est le salon de l'UOIF. Ouais. Le salon de l'UOIF. J'ai fait un tour dans des grands hangars qui étaient occupés à l'occasion par des vendeurs de tapis de prière, de parfums au musc, de livres salafistes. Et puis, on s'est installé dans un amphithéâtre où devait se tenir la conférence de Tariq Ramadan. Et une ou deux minutes avant que Tariq Ramadan ne prenne la parole, j'ai vu se précipiter de nulle part, messieurs. C'était absolument incroyable. Une nuée de femmes voilées. À l'époque, la mode était aux tenues et aux voiles pastel, vert et rose, qui ont toutes pris place et qui l'ont écouté passionnément, avec plein d'amour dans les yeux. Et j'ai compris ce jour-là, et ça ne s'est jamais démenti par la suite, que Tariq Ramadan exerce sur la jante féminine une fascination hystérique absolument indéniable, et tous ceux qui l'ont approché ou ont assisté à ces conférences peuvent en témoigner, c'est palpable. C'est en fait, c'est comme ça, Tariq Ramadan est un homme qui plaît aux femmes. Alors, petit rappel des faits, des déboires juridiques de Tariq Ramadan. À partir du 20 octobre 2017, il y a 3 plaintes successives qui vont être déposées contre lui. La première d'une certaine Enda Ayari, qui est la quintessence de la beurette, je crois qu'on est d'accord, qui prétend avoir été violée par Tariq Ramadan dans une chambre d'hôtel. Elle sait pas bien quel jour, elle sait pas trop dans quel hôtel non plus, et elle a écrit un livre sur le sujet, donc son témoignage est public, n'importe qui peut le consulter. Le livre s'appelle « J'ai choisi d'être libre » et elle raconte les violences que lui ont fait subir un certain Zoubir, et on apprendra par la suite que Zoubir est en fait Tariq Ramadan. Postérieurement aux faits dont elle prétend avoir été victime, elle a conjuré Tariq Ramadan par texto de venir la baiser comme une chienne. Deuxième plainte dans la foulée,
d'une boiteuse, cette fois, qui relate des faits à peu près similaires. Alors, après des échanges fournis de SMS, Tariq Ramadan est un homme du texto, un homme du SMS. Elle s'est rendue dans la chambre d'hôtel de Tariq Ramadan et elle dit avoir subi des violences sexuelles d'une grande brutalité. On a saisi le téléphone de la plaignante et on a pu apprendre que Tariq Ramadan lui envoyait des messages dans lesquels il exprimait son souhait, je cite, de la baiser, de la gifler, de lui pisser dessus et de la forcer à lécher. Fermez les guillemets. Donc on comprend que Tariq Ramadan est un adepte du sexe hardcore, qu'il est très dominateur et surtout qu'il ne ment pas. Attention, j'ai le bruit du ouais. Il ne ment pas sur ses intentions et surtout il tient ses promesses puisque Paul Emma Aline, amie au passage de Caroline Forest, a été admise suite à sa petite visite chez Tariq Ramadan à l'hôpital avec l'anus déchiré. Détail troublant, elle prétend avoir été violée une première fois, puis Ramadan s'est absenté pour aller donner une conférence et sous les menaces, prétend-elle, elle a attendu qu'il revienne et a passé la nuit avec, sans qu'il ferme évidemment la porte de la chambre d'hôtel. Alors d'après Libération, je crois que Libération comprend pas. Je crois que Libération, ils ont vraiment un problème cognitif. Les SMS qu'aurait envoyé Ramadan en lui promettant de lui pisser dessus l'accablent. Alors d'un point de vue juridique, non, ça l'accable absolument pas. Il prouve la relation sexuelle entre Ramadan et Paul Emma, certes, mais c'est au contraire un élément à décharge contre Tariq Ramadan. Troisième plainte, messieurs. Cette fois, c'est la meilleure de la Terre. C'est une escort girl qui s'appelle Mounia Rabouge et qui était déjà connue des services de police car elle avait été entendue dans l'affaire du Carlton de Lille, hôtel dans lequel elle a eu des rapports sexuels tarifés avec DSK. Dodo la Saumure. Et Dodo la Saumure. Alors DSK, aka le désannusseur de Sarcelles. Alors cette plainte-là, je crois qu'elle a été quand même prise beaucoup moins au sérieux par les enquêteurs, donc on va la mettre de côté. Dans ces trois affaires, on peut déjà analyser plusieurs choses, messieurs. D'abord, que Tariq Ramadan est un énorme show de la bite et il est branché soumission, humiliation, domination, sodomie barbare. En termes de sexualité, c'est absolument pas quelque chose d'extravagant. Il y a des tas d'hommes qui aiment ça et réciproquement, il y a des tas de femmes qui adorent se faire soumettre de façon trash. Et aux dernières nouvelles, c'est pas interdit par la loi. On apprend aussi que Tariq Ramadan a ce qu'on appelle un mode opératoire, un modus operandi. Il choisit dans la liste interminable de ses groupies, dans sa bien nommée fanbase, des femmes. Il en choisit une au hasard, il tâte le terrain, il la chauffe à blanc et quand il sent qu'elle est bien mûre, il l'invite dans son hôtel du moment et il la déboîte en mode ultra sale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont largement prévenues. Donc si elles se rendent effectivement au rendez-vous, c'est en pleine connaissance de cause. Et si par stupidité, elles imaginent que Tariq Ramadan s'est intéressé à elles pour autre chose que leur cul, c'est qu'elles sont complètement débiles. Et il existe un adage en latin, Denon vigi, denon legi lentibus non curat praetor, la loi ne protège pas les imbéciles. Malgré tout, Tariq Ramadan a été placé en garde à vue le 2 février 2018 et il a été remis en liberté très récemment, le 15 novembre 2018. Il a donc effectué à ce jour un peu plus de 9 mois de détention provisoire, ce qui est quand même considérable. Alors, plusieurs enseignements de cette histoire. D'abord, on se dirige tout droit vers un non-lieu ou un acquittement et selon toute vraisemblance, il va falloir indemniser Tariq Ramadan pour les longs mois de détention qu'il a déjà effectués, ce qui risque de coûter très cher aux contribuables français. Tariq Ramadan est professeur honoris causa de quasiment toutes les universités de la planète. C'est un homme qui pèse lourd financièrement et son incarcération lui a causé un préjudice financier considérable, sans compter le préjudice de réputation. Et tout ça, c'est le contribuable français qui va payer.
À cela, il faut ajouter les sommes que nous ont coûté l'enquête, que nous ont coûté l'instruction, que nous ont coûté l'emprisonnement. Un Tariq Ramadan en prison, c'est plusieurs centaines d'euros par jour. Que nous ont coûté les éventuelles aides juridictionnelles perçues par le plaignant, autrement dit, des fortunes englouties pour des accusations absolument fantaisies. Deuxième point, on rejoint un petit peu le thème de la manifestation contre les violences sexuelles de ce week-end. En effet, la dérégulation du marché du sexe a pour corollaire une violence accrue des rapports hommes-femmes. Donc les plaignantes, Enda Ayari et Paul Emma Aline, attendaient sûrement autre chose de leur relation avec Ramadan que de se faire démonter la rondelle dans une chambre d'hôtel. Elles étaient fascinées par cet homme, elles en étaient amoureuses, très certainement, et pendant un temps, elles se retrouvent bombardées de messages de ce même Tariq Ramadan, elles se retrouvent couvertes d'attention, et elles finissent par céder à ses avances, elles se plient à ses désirs, et une fois que c'est fait, elles se rendent compte qu'elles ont simplement été des sacs à foutre. C'est très violent, symboliquement c'est assez violent, et je conçois qu'une femme puisse en nourrir une forme de blessure narcissique, mais j'ai envie de dire, c'est le jeu ma pauvre Lucette, c'est le revers de la médaille de la libération sexuelle. Les êtres sont devenus des objets, des choses qu'on consomme et qu'on jette, et elles n'échappent pas à la règle. Troisième point qu'on reproche à Ramadan, c'est d'avoir nié devant les enquêteurs les relations sexuelles qu'il a eues avec les plaignantes. On peut penser qu'il a été stratégiquement nullissime, on va voir si c'est le cas, mais en effet, Tariq Ramadan perdait toute crédibilité auprès de la communauté musulmane, dont il était le champion, s'il admettait qu'il avait des rapports sexuels avec ses groupies. Parce qu'il est charismatique, parce qu'il est éloquent, jusqu'au ridicule d'ailleurs, il y a un côté grotesque chez Tariq Ramadan, il est adulé par les musulmans de France. Il a été dans un dilemme, et finalement son calcul, qui a été de nier devant la police les accusations sexuelles, n'est pas si mauvais, parce qu'en ayant été incarcéré, il est passé pour un martyr plutôt que pour un hypocrite. Or, Ramadan n'est pas plus un martyr qu'un autre. Il n'a pas été emprisonné pour ses idées politiques ou religieuses. Il tient depuis toujours un discours sur l'islam absolument identique à celui du pouvoir, c'est-à-dire que l'islam serait compatible avec la République, la laïcité, que l'islam c'est l'égalité homme-femme, même encore plus que l'égalité homme-femme du droit français, que l'islam n'a absolument rien contre les homosexuels, mais alors vraiment rien du tout. On ne sait pas où on est allé chercher ça. En gros, Ramadan est le porte-parole d'un islam progressiste très politiquement correct, absolument pas subversif. Il était invité dans toutes les télés, dans toutes les conférences, dans toutes les commissions parlementaires. Son soutien aux Palestiniens, il n'y a aucun problème à soutenir les Palestiniens en France. Le seul problème qu'il a eu dans sa carrière, qu'il a eu dans sa vie, c'est notamment avec Caroline Fourest, mais aussi également avec d'autres, c'est qu'on l'a accusé de tenir un double discours. On a toujours soupçonné Ramadan de ne pas être le progressiste qu'il prétendait, mais d'être un vrai musulman, en quelque sorte, qui pratique la taqiya, le mensonge. C'est aussi un peu ce que je pense, donc je prends d'autant mieux sa défense que j'ai aucune sympathie pour le personnage. Et je trouve que l'incarcération de Ramadan est un scandale, symptomatique de l'ambiance du moment, de sacralisation de la parole de la femme, d'absence de mesure et de discernement et de réalisme pour tout ce qui a trait aux violences sexuelles. Et l'affaire Ramadan, donc, est symptomatique d'un dysfonctionnement, d'une folie collective sur ces questions. Vous pouvez réagir si vous voulez. Karl, je crois que tu avais quelque chose à dire sur le sujet aussi. Ouais, donc peut-être qu'on était à la même conférence, enfin, mais une fois, je me rappelle, c'était à Saint-Denis, donc c'était pas au Bourget, mais c'était donc au début des années 2000, et donc pendant la conférence, il y a une groupie qui s'est levée et qui a hurlé Frère Tariq, fais-moi un enfant. Non. Moi-même, j'avais été choqué en fait sinon, il y a une analogie qu'on pourrait faire aussi avec l'histoire de Urbain Grandier, donc ça y ressemble beaucoup. Donc le mec a été victime d'une certaine chasse aux sorcières, excité par des personnes qui avaient des pulsions d'ordre sexuel.
qui est une forme d'hystérie. Donc, d'ailleurs, même le clash qu'il a avec Caroline Fourest est assez troublant, c'est-à-dire toute homosexuelle qu'elle est, homosexuelle revendiquée, c'est le fait qu'elle se soit acharnée sur quelqu'un qui en fait n'a pas autant d'importance, c'est assez étonnant. Et Donc tu suspectes ça toi, qu'il y avait une idylle secrète non dévoilée. non, bah peut-être que c'était son, c'est de l'ordre encore du non-dit, je pense, mais il peut avoir de ça, quoi. Tariq Ramadan fascine les femmes, de toute façon. C'est une réalité, c'est comme ça. Bah, moi, je trouve que c'est un peu le Julio Iglesias des prédicateurs. Ouais, des prédicateurs. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Mais au-delà de ça, sa pensée est inexistante. Ah oui, C'est une forme. Ramadan ne raconte n'importe quoi sur l'islam, n'a pas de pensée, mais par contre, il est brillant à l'oral. Il est dans les joutes verbales. Alors là, il faut lire Discours contre les discours de René Guénon, qui est absolument fantastique. C'est quelqu'un, vous le mettez en face de n'importe qui, il va le submerger à l'oral, mais à la fin, une fois que vous sortez de ce débat, vous n'en retirez absolument rien. Il n'y a rien. Tariq Ramadan, c'est le vide absolu de la pensée. Ouais. Martial, un mot sur le sujet ou on passe à la suite? Honnêtement, j'ai rien d'intéressant à dire dessus et sur la pensée. Je connais beaucoup trop mal la théologie musulmane pour me prononcer. Donc, suivant, en ce qui me concerne. Bon, et bien pareil Ok, de mon moi, côté. si t'as rien à dire, on enchaîne. Hein. Ouais, ça me va. Oui, Martial, c'est toi, Ralph, qui voulait parler de la visite de Trump à Paris? Oui, alors ça commence à dater un petit peu, mais l'actualité va tellement vite et j'avais vraiment envie de parler de l'affaire de Trump et Macron suite au 11 novembre. Et pour dire que voilà, il y a eu, dès la prise de pouvoir de Macron, il y a eu une sorte de rapport de force qui a été instauré à l'initiative de Macron entre lui et Trump. Ce qui est complètement incongru d'ailleurs, parce que Macron est un caniche par rapport à Trump. Il a absolument pas les moyens de rivaliser avec lui. La France est un nain diplomatique, mais c'est pas grave. Macron, il est allé au fight. On se souvient d'une poignée de main très appuyée de Macron et Trump. J'espère que vous vous souvenez de cette histoire. Oui, moi je me souviens de l'image. C'était à Bruxelles. C'est une scène plutôt malaisante dans laquelle Macron a fait une sorte de baston de regard avec Trump en lui serrant la main. Et je crois que dans un premier temps, ça a amusé Trump. C'est un homme couillu, il aime la burne, il s'est dit tiens, il est marrant ce petit caniche, qu'est-ce qu'il veut. Il y a eu ensuite l'épisode quand Trump est sorti du traité de Paris, la fausse écologie institutionnelle à 2 balles, il a envoyé tout le monde se faire foutre. Et Macron a fait une allocution dans le monde entier en disant Make the planet great Green again. again. Donc c'était une Make the planet great again. Green again, c'est ça, ouais. je sais plus. Enfin bref. Ouais, de la grosse dope de communicant de toute façon. Et il provoquait Trump clairement. Il lui donnait la grosse leçon de morale à la française. Et là, à mon avis, Trump, il a commencé peut-être à être plus agacé que pour la poignée de main. Mais je crois que dans un premier temps, il était dubitatif. Macron vient d'être élu, il sort de nulle part. Finalement, on ne sait pas qui c'était vraiment ce mec-là. Et je crois qu'il a attendu de voir à qui il avait affaire. Il est resté en mode observation. Et là, 11 novembre, troisième round, nouvelle provocation de Macron. Il fait chanter, pendant les cérémonies du 11 novembre, une farouche opposante de Trump, une certaine Angélique Kidjo, qui est américano-béninoise, je crois, et qui, dans les médias, traite Trump de tyran. Enfin, c'est une opposante hystérique à Trump. Elle a des propos très durs à son endroit. Et autre source d'agacement pour Trump, à mon avis, qui est beaucoup plus grave que la chanteuse gauchiste, c'est que la France a émis le souhait de distribuer à l'Allemagne, sans aucune contrepartie, des attributs de sa puissance.
à savoir le commandement nucléaire. Elle veut faire un commandement joint nucléaire avec l'Allemagne, c'est son projet. Et le partage du veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, diplomatiquement, la France est un pays de débiles mentaux. Il y a un effondrement stratégique, une chute de l'intelligence diplomatique française. Et là, je crois que Trump, c'est contre les intérêts de Trump d'ailleurs, et là, je crois qu'il a été beaucoup moins dubitatif sur Macron sur ce coup-là. Il a compris depuis longtemps que Macron n'était pas du marbre dont on fait les statues, mais du bois dont on fait les flûtes. Et il a décidé de l'humilier publiquement, de lui mettre une petite fessée. Et c'est une série de tweets, hein. Bon, elles sont disponibles sur Internet. Il lui rappelle gentiment que l'Amérique, si elle le souhaite, elle peut ruiner la France. Ça calme déjà. Par de simples mesures de réglementation commerciale. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est le temps d'une signature d'un minuscule décret. Mais surtout, Trump s'est adressé à nous, au peuple français. Et en gros, il se demande comment nous, le peuple français, on est tombé aussi bas. Et on a pu voter pour une baltringue pareille. Et il a raison. Et il a terminé sa série de tweets par « Make France Great Again ». Donc, il a encouragé la France à procéder à un dégagisme de masse quelques jours avant la manifestation des Gilets jaunes. Donc Trump, contrairement à Macron, il a quand même bien senti le truc arriver. C'est-à-dire que Trump est peut-être plus lucide sur la situation française que Macron lui-même, c'est quand même inquiétant. Parce que Macron, juste avant les Gilets jaunes, il nomme Castaner ministre de l'Intérieur. Il y a Collomb qui s'en va. Alors Collomb, c'était pas la panacée universelle, mais je crois que c'était quand même un homme qui avait le sens de l'État et qui était encore un des mecs qui tenait encore à peu près la route dans le gouvernement Macron avec peut-être Blanquer et Le Drian. Collomb est parti en disant qu'on finira face à face. Donc, le testament politique de Collomb, c'est de dire qu'en fait, la guerre civile. C'est quand même assez inquiétant. Donc on a un Trump plus lucide que Macron sur la situation internationale. Et ce que je voulais dire, c'est que les gesticulations moralistes de Macron, ça fait peut-être le bonheur des gauchias et des pseudo-élites françaises, mais il faut comprendre que tout ce qui pense dans le monde, tout ce qui a du pouvoir dans le monde, nous nous sommes ridiculisés auprès d'eux. Nous passons pour des charlots, et de fait, c'est ce que nous sommes. Et donc pour Macron, punition méritée. Et le problème, c'est qu'il est encore là pendant 3 ans et demi et que ça risque d'être très long. Sauf si le vœu de Martial se réalise et que, divine surprise, il se passe quelque chose d'autre, mais techniquement, on l'a quand même pour 3 ans et demi. C'est pas forcément un vœu, c'est une possibilité. Moi, sur la visite de Trump, il y a un truc qui m'a beaucoup amusé. Ça a été l'intervention de Yann Barthès. Yann Barthès, l'idole des eunuques à épaules de serpent, quoi, qui nous a fait savoir que Trump n'était pas le bienvenu, quoi. Yann Barthès. Si. Non mais on est où ? Le 11 novembre en plus. Donc on a un mec qui est un saltimbanque, qui exerce sûrement un des métiers les moins exigeants intellectuellement parlant, qui n'est rien. Même, quand on le voit, anthropologiquement parlant, c'est pas grand-chose, quoi. Et qui nous fait savoir que sa parole vaut quelque chose, que sa parole a un quelconque intérêt. Voilà. Et donc Trump n'est pas le bienvenu. Bon. Voilà. Donc il m'a fait beaucoup rire à cette occasion. Mais si vous voulez, le fait que des Yann Barthès ou se permettent d'insulter Trump comme ça, c'est bien la preuve qu'ils savent au fond d'eux que Trump n'est pas si dangereux que ça. Et dès qu'il y a du danger, c'est les gens qui se carapatent en premier. Donc en fait, ils savent très bien qu'un Poutine et un Trump, c'est pas des fous furieux et qu'ils peuvent les critiquer tranquillement et qu'ils vont pas se faire lyncher. C'est pas exactement le cas sur tous les sujets. Karl, tu as un mot toi sur le sujet ? Non ? Ok. Moi de mon côté, ce que j'ai vu, c'est un peu comme d'habitude en fait, que la France se donne des grands airs diplomatiques, que la France donne des leçons de morale à tout le monde. C'est une des rares choses pour lesquelles on est connu à l'étranger, vraiment. Vous pouvez passer dans n'importe quel pays,
vous lisez la presse, vous avez toujours l'impression que la France donne des leçons de morale à tout le monde, mais que ces leçons de morale n'ont jamais d'action concrète, c'est-à-dire que la France, quand il s'agit de donner des grandes leçons sur les droits de l'homme, est toujours là, mais que dès qu'il s'agit de prendre des actions concrètes, il n'y a plus personne, on se dégonfle, comme des baudruches, et là, c'était finalement un peu comme d'habitude, donc une fanfaronnade macronienne, qui ne s'est pas traduite par grand-chose de concret. Mais en ce qui concerne la France qui donne des leçons de morale, c'est peut-être quelque chose dont on parlera plus tard, parce qu'on peut pas ouvrir ce sujet parce que c'est un sujet très complexe. Mais c'est une maladie française, c'est consubstantiel à la République, mais on peut même faire remonter ça avant. C'est la pensée impérialiste française de faire des leçons de morale au monde entier, de se croire meilleur que le monde entier. Sauf que il fut une époque où on en avait peut-être un petit peu les moyens, et encore, mais aujourd'hui c'est plus du tout le cas, c'est ridicule. Oui, on n'est pas guéri de notre fantasme messianique. Ouais, il y a un fantasme messianique, ouais, clairement, mais un fantasme messianique de bisounours, quoi. Tiens, Karl, question stupide pour toi. Comment il est vu, Trump, à La Réunion ? La plupart des gens, ils s'en fichent. Mais je pense que c'est le cas aussi pour une bonne partie de la population en France. C'est quelque chose de lointain. Mais moi, personnellement, j'ai plutôt une vision positive du gars, quoi. C'est sûr que quand on compare avec ce qu'on peut avoir en France, c'est forcément pas difficile de faire mieux. Ouais, là, ouais, c'est sûr que ça souffre pas la comparaison, quoi. Mais même par rapport à Obama, ça a été le président bullshit par excellence pendant 8 ans. Et là, d'un seul coup, on a un mec qui est plus dans la communication, dans les gesticulations, et qui amène quand même de la couille, quoi. Qui amène de la couille dans le truc. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on passerait pas au sujet d'après, du coup ? Est-ce que... Robert Ménard. Robert Ménard. Bah, si quelqu'un veut commencer, allez-y. Alors, sur Robert Ménard. Ménard, moi je vis pas très loin de chez lui, puisque je suis à quelques kilomètres. C'est pas pour rien qu'il a présidé Reporters sans frontières pendant longtemps. C'est un mec qui connaît parfaitement la presse et qui a très bien compris à quel point les journaleux peuvent être une bande de cons. Je m'explique. Si c'était contenté d'envoyer un communiqué de presse à l'AFP et à tous les grands journaux en disant « Ah, c'est dégueulasse, le TGV est toujours pas arrivé à Béziers », personne n'en aurait parlé. Là, il se fait une campagne d'affichage uniquement en ville. Donc, j'ai sorti ma petite calculette à devis. S'il a demandé à une agence standard dans la région, entre les frais de maquette, l'impression et la distribution, voilà, s'il en a eu pour 2000 €, c'est le bout du monde, quoi. Moyennant quoi, il a une couverture nationale. Parce que tous les crétins sont allés reprendre l'info en disant « Oh là là, c'est très mal, c'est très vilain, il a fait une affiche choquante. » Bon, l'affiche choquante, écoute, ça vaut pas une couverture de Harakiri, quoi. Choron a fait des pires. Et donc voilà, c'est un mec qui sait parfaitement utiliser la crétinerie journalistique à son avantage. Moi là-dessus, je compléterais, j'irais même plus loin. En fait, c'est qu'il a compris que les gens étaient de plus en plus faciles à choquer avec pas grand-chose finalement. Et du coup, il exploite cette faille-là pour faire parler parce qu'il sait que la meilleure campagne de pub qui puisse se faire, c'est une campagne de pub dont on parle et donc qui correspond à un choc. Et les gens sont tellement faciles à choquer aujourd'hui entre la grossophobie, les histoires de féminisme, les histoires de racisme, etc., qu'il sait qu'il n'a pas besoin de faire grand-chose, il suffit d'exploiter l'un des clichés standards pour finalement faire parler de lui. Et ça marche très très bien. Ralph, tu as quelque chose à dire sur le sujet ? Ouais, alors je voulais parler de l'aspect purement judiciaire. C'est la mairie de Béziers qui a été poursuivie devant le tribunal administratif, donc c'est pas Robert Ménard qui était concerné directement.
Et on peut se réjouir que le tribunal administratif ait débouté les associations féministes, je crois que parmi lesquelles il y Il y avait Oser le féminisme, il y avait les chiennes de garde. Les chiennes de garde, je savais même pas que ça existait encore. Si, ça existe alors, encore. Et il y avait... Ouais. J'ai vu d'autres noms que je connais moins. Voilà. Et on pourrait avoir le réflexe de se réjouir et de dire « Ah bah le tribunal administratif, il aura pas donné raison, c'est super. » Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Je suis allé sur le site du secrétariat d'État de l'égalité homme-femme et de lutte contre les discriminations, le secrétariat d'État de notre chère Marlène Schiappa, je crois. Et il y a une page, une section qui explique, bon, on va peut-être mettre le lien dans la vidéo, qui définit ce qu'est le sexisme et qui énumère les voies de recours. On apprend sur cette page, par exemple, que dire que les femmes n'ont pas le sens de l'orientation est sexiste. Ouais. On apprend encore que supposer qu'une femme a eu une promotion grâce à son physique est aussi sexiste. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas si sexiste que ça. Ce sont des constatations empiriques que la science précise et confirme. Les femmes ont en moyenne un sens de l'orientation moins développé que les hommes, et les gens beaux réussissent en moyenne mieux dans la vie que les laidrons. C'est du pretty privilège. Hein. Oui. Le pretty privilège, ouais. Donc, on voit que le sexisme reçoit une définition très large. En réalité, tout propos qui suppose une différenciation entre les hommes et les femmes est potentiellement sexiste. Donc vous risquez, vous, moi, tout le monde, en cas d'injure, alors c'est en cas d'injure non publique, par exemple si vous envoyez un texto ou si vous tenez certains propos avec des collègues de travail ou ce genre de choses, vous risquez une amende de 750 €. Et si vous faites des injures publiques sexistes, vous risquez 6 mois de prison et 22 500 € d'amende. Et si c'est de la diffamation à raison du sexe, publiquement, vous risquez 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Donc la loi fixe des maximums de peine, hein. Ça ne veut pas dire que c'est la peine que vous allez recevoir au final, mais c'est quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tout le monde qui est énorme. Donc le problème... Attends, j'aimerais juste une précision. Pour le premier cas, ce que tu appelles l'injure non publique, Ouais. On est bien d'accord, c'est du propos de table, quoi. C'est du propos de table, exactement. Putain. Exactement. Vous êtes au boulot en train de fumer une clope, vous faites une blague vaseuse, la fille vous a enregistré, bim, vous prenez 750 € d'amende dans la gueule. Et là, c'est une amende, donc là, donner une amende, c'est un peu plus automatique que quand on est dans quelque chose de plus important. Donc le problème, c'est pas que au final, les juges déboutent, relaxent ou condamnent. Le problème, c'est que vous pouvez vous retrouver devant un tribunal dans une procédure coûteuse, interminable, ça peut durer plusieurs années parfois, sur le seul bon vouloir d'associations féministes qui font chier tout le monde. Et qui va décider au final de ce qui est condamnable ou pas? De toute façon, la définition est trop large pour définir ce qui est condamnable ou pas. Ce sont les juges, et qui vont le définir à chaque cas d'espèce, parce qu'ils prennent en compte la personnalité de la personne qui a tenu les propos et compagnie. Donc, c'est le seul bon vouloir du juge. Par théorie, la loi permet de condamner tout et n'importe quoi. C'est une sorte de police de la morale qui peut vous tomber dessus à tout moment. Et les suites judiciaires, elles sont kafkaïennes parce qu'elles sont très incertaines. Et quand on parle de loi liberticide sur la liberté d'expression, on parle souvent de la loi Guesso. Mais la loi Guesso, c'est très clair. Hein. La loi Guesso, vous avez interdiction de critiquer certaines conclusions du tribunal de... Voilà, donc si vous le faites, vous savez que vous pouvez être condamné. Mais pour les propos sexistes ou pour les propos racistes, vous savez pas où est la ligne rouge. C'est extrêmement incertain. Elles ne définissent pas précisément, en fait. C'est ça le problème. Et donc les associations de défense des minorités diverses et variées, ce sont des organes de la police de la pensée qui doivent absolument disparaître. Et l'affiche de Ménard, c'est pas super drôle, ok. C'est pas de bon goût peut-être. Mais c'est pas interdit aux dernières nouvelles de pas être drôle et d'être vulgaire. Sinon, on mettrait tous les comiques du Jamel Comedy Club en tôle. Mériterait de l'être, d'ailleurs. Ah ouais, vraiment, ouais. Et sinon, oui, je valide, Robert Ménard manipule les médias à merveille. Il est très très fort. Très très fort.
Parce qu'avec des micro-mesures, des tout petits trucs, il arrive. Et quand j'ai tapé Ménard dans le moteur de recherche Google, mais j'ai eu des... Voilà, il trust l'actualité, quoi. Avec 3 fois rien. Ouais, j'ai vu d'ailleurs que depuis cette affaire, il avait sorti une affiche comparant les gilets jaunes aux poilus et que, pareil, la presse avait monté ça en épingle. Donc oui, on va probablement devoir en reparler à un moment donné de Robert Ménard parce qu'effectivement, il arrive à monopoliser l'actualité même avec pas grand-chose. 3 bouts de ficelle. Ah ouais. Alors, il est beaucoup plus sexy depuis qu'il s'est fait pousser la barbe. C'est vrai que ça lui va bien, ouais. Ouais. Eh, c'est pas le... ouais, il est pas épais, mais il a des couilles. Non, puis c'est quand même fort de truster l'actualité à ce point-là, comme tu dis, quand on est maire d'une ville, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais Béziers, ça va être 50 000 habitants à tout casser, peut-être un peu plus, mais c'est une ville comme il y en a des centaines en France, quoi. Et c'est pas une ville extraordinaire, quoi, mais le mec, il arrive à ça, donc chapeau. Et ce qui avait fait beaucoup de bruit également à l'époque, c'était la campagne quand il avait armé sa police municipale. Ouais. Donc ça avait dû représenter une douzaine de flingues. En tout et pour tout, et nous autres, Montpelliérains qui avons des centaines de flics armés, avons fait les gros yeux en disant « Oh, c'est pas bien, c'est choquant !» Voilà. Mais nous, c'est la gauche qui les a armés, donc nous, on a le droit, c'est bien. C'est pour défendre le bien, Martial. Ouais. De mémoire, il avait aussi fait un couvre-feu qui avait été annulé par le tribunal administratif. Oui. Il a fait la une de l'actualité pendant des semaines avec ça. Oui, alors le couvre-feu, pour être détaillé, c'était que, si je me souviens bien, les gosses de moins de 12 ans qui étaient retrouvés après 23 heures seuls dans la rue étaient amenés au commissariat. Ouais. C'est choquant, quoi. Waouh. Les heures les plus sombres, là. Voilà, là, tu sens le fascisme qui arrive, quoi. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Est-ce qu'on passe au dernier thème de la journée ? Ouais. Allez. C'est la journée de l'homme. Pour parler un petit peu des retombées médiatiques, de ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Alors, j'ai eu un petit mail de remerciement de la part d'Alexis Fontana pour l'ensemble du travail qu'on a fait les uns les autres pour l'aider. Il semblerait qu'il y ait eu quand même quelques retombées médiatiques. Alors, lui me parle de la vidéo qu'il a réalisée avec Virginie Vota, qui a fait à peu près 28 000 vues. Non, j'ai même pas vu qu'il avait fait une vidéo avec Virginie Vota. C'est un micro-trottoir. Je te conseille d'aller la voir, Ralph, tu vas t'amuser. Okay. Et va voir aussi le débriefing que Alexis a fait après. Ouais. Il y a eu un article de Boulevard Voltaire pour demander si Marlène Schiappa était au courant qu'il y avait une journée des hommes. Apparemment, France Bleu a mentionné rapidement la journée des hommes. L'animateur de Énergie Coé a lancé un hashtag Le mec parfait c'est. Quelques entreprises ont utilisé le hashtag aussi. Aura Bank, le financement agricole, Interflora, Swapbook, et puis il y a eu quelques retransmissions au Québec et en Afrique. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai. Ouais. Vous avez vu quoi de votre côté ? Ah bah déjà, il y a ce qu'on n'a pas vu. Ce qu'on n'a pas vu, c'est notre ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes, et mettre la moindre information à ce sujet. On ne demandait même pas un communiqué de presse, mais un tweet, ça suffisait. Mais non, il n'y a rien. Donc, voilà, on sait à quoi s'en tenir à cet égard. On sait que la journée des hommes, elle n'en a rien à branler. Moi, je trouve c'est effectivement extrêmement intéressant qu'il y ait des entreprises qui commencent à se saisir de ça. Bien sûr, elles le font pour des raisons marketing, mais c'est pas grave, on s'en fout. Elles en font parler quand même. Et ben, c'est un petit peu comme ce que Raph disait sur les gilets jaunes. On sent une prise de conscience qui arrive doucement, mais qui arrive. À vous. Oui. Alors oui, que les entreprises s'emparent de la chose, parce que finalement, toutes les politiques sur... ouais. Vous m'entendez ? Oui. Ouais, toutes les
toutes les politiques sur l'égalité salariale et compagnie, qui ont été promues par les entreprises au départ, c'est un peu en train de se retourner contre elles finalement. Et donc, c'est sûr qu'à un moment, elles vont finir par mettre le haut là, parce que si ça a pour résultat de devoir payer plus cher des femmes qui ne méritent pas à rien foutre, effectivement, ça a posé problème. On a perdu. Non, je me suis mis, j'ai juste éteint la caméra. Ok. Oui, alors concernant les entreprises, rassure-toi, celles qui envisagent de revenir là-dessus vont y être obligées. Vont être obligées de bien tenir le rang. Tu sais qu'il y a une loi qui est en préparation là pour mesurer dans les entreprises la part salariale homme-femme et pour pénaliser celles qui n'appliquent pas des règles d'égalité strictes. Et on a bien précisé que le système permettrait de mesurer ça dès la fiche de paye. C'est-à-dire que le logiciel comptable seul suffira à ça. Ce qui veut dire que dans ta boîte, tu n'auras pas le droit, si tu as un salarié plus valeureux, plus performant que les autres, de le favoriser si celui-ci est un homme. Ou alors il faudra mettre automatiquement le salaire de la femme à niveau. C'est ça. Mais parce que de toute façon, cette histoire d'égalité homme-femme salariale, c'est incalculable. Et ça existe déjà. Ça existe déjà. Il n'y avait pas besoin de faire une nouvelle loi. Vous n'avez pas le droit de discriminer à raison du sexe dans les entreprises. Donc les grandes entreprises font déjà très attention. Il n'y a pas de plainte particulière sur ce sujet. Si vous êtes une femme et que vous travaillez dans une entreprise et que vous avez l'impression que vous êtes discriminé à raison de votre sexe, vous saisissez le médiateur de la République et vous pouvez obtenir des condamnations très fortes. Donc faites-le. Mais il y en a pas. Il n'y a pas de plainte. Voilà. Et ça n'existe pas. Donc c'est encore de la poudre aux yeux. De la poudre de perlimpinpin. Ben oui. Oui, voilà. C'est de la poudre de perlimpinpin, mais là qui est en train de se retourner, pas dans les grands groupes, parce que les grands groupes, eux, ils ont des politiques salariales. Si vous voulez, tout ça est extrêmement normé. Vous avez tel poste, tel salaire, vous montez à tel grade au bout de tant d'ancienneté. C'est un peu... Les grosses entreprises, ça fonctionne un peu comme la fonction publique, en fait. Mais ceux qui vont payer encore, c'est les PME. Les PME qui sont déjà dans la merde. Hein. Donc... On va encore s'acharner sur eux et on va encore leur mettre dans les pattes des dispositifs législatifs auxquels ils vont rien comprendre parce que quand vous êtes un petit patron en France, aller comprendre toutes les obligations auxquelles vous êtes soumis, c'est impossible. C'est impossible, c'est un casse-tête chinois, quoi. Même les experts comptables sont pas foutus de t'expliquer en détail tout. Parce qu'eux-mêmes n'en savent rien, parce qu'il faudrait, pour savoir, qu'ils se mettent à jour en permanence. Quand j'ai travaillé à une époque et on a voulu se lancer dans le business de ramassage des biodéchets. Ramassage des biodéchets, ça consiste à avoir un camion et à ramasser des pots de bananes. D'accord. C'est ça, en gros, le truc. Je me suis renseigné pour trouver le formulaire, parce qu'il faut déclarer ça en préfecture. J'ai passé 3 jours à lire toutes les directives européennes pour comprendre quel formulaire exactement il fallait que je remplisse. J'ai fini par appeler le service vétérinaire de la préfecture pour dire non mais là les gars, je m'en sors pas, il va falloir me donner un coup de main. Et même le gars en charge de la préfecture n'a pas su me répondre. J'ai dû attendre 1 semaine qu'il m'envoie les bons documents. Pour ramasser des pots de bananes. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est complètement taré. Complètement taré. Complètement taré. Ouais. Sinon, pour en revenir à oui, je voulais dire un truc sur la journée des hommes. C'est d'autant plus bizarre que le ministère de l'égalité n'ait pas fait un communiqué dessus. Parce que j'ai trouvé que le thème était quand même extrêmement consensuel. C'était les héros du quotidien. Toute la journée, on nous bassine avec le courage, l'extraordinaire courage des femmes. Voilà, ça coûtait rien de mettre un petit tweet et de dire merci aux hommes qui se sacrifient,
aux gendarmes, aux pères de famille, on vous aime. Voilà, c'était Surtout que sympa, quand c'était sympa, je trouve. Castaner, par exemple, va féliciter les forces de police à 15 reprises pendant une conférence de presse, on pourrait très bien imaginer que ça soit étendu au ministère de l'égalité. Oui, Je veux dire, ça voilà. coûte pas très cher. Ouais, c'était sympa, c'était bonne ambiance, quoi. Ça aurait fait un truc sympa. Et ils l'ont pas fait. Ah oui, je crois qu'elle était à une conférence. Sur la démocratie, je encore crois. une fois. Hein, oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'en fait, il faudrait rebaptiser ce ministère, parce que ministère de l'égalité femmes-hommes, c'est très long comme titre. Je pense qu'on pourrait l'appeler ministère du féminisme, ça irait beaucoup plus vite, et on perdrait aucune nuance de sens. Non, c'est même pas le ministère du féminisme, c'est le ministère de la misandrie. Et en plus, l'intitulé du secrétariat d'État, c'est secrétaire d'État à l'égalité homme-femme et lutte contre les discriminations. C'est-à-dire que vraiment, on perçoit la chose uniquement sous l'angle de la discrimination, quoi. Alors que ça n'a rien à voir. On peut être discriminé de 1000 manières différentes, quoi. Enfin, on accole les deux termes, quoi, vraiment pour que ça rentre bien dans le crâne des gens que les femmes sont discriminées, quoi. On en parlera peut-être une autre fois, mais moi je suis toujours très gêné par le terme de discrimination, parce que discriminer c'est choisir à la base. Hein. Et on nous dit à longueur de temps qu'il ne faut pas discriminer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir. Alors bien sûr, ce qui est sous-entendu, c'est des discriminations illégitimes, mais on ne dit pas ça. Et il y a des fois où choisir par exemple un employé en fonction de son sexe, c'est légitime. Peut-être que sur votre lieu de travail, vous préférez, pour des raisons X ou Y, par exemple, ne pas employer un homme dans un magasin de lingerie. Hein, parce que les clientes, ça pourrait les emmerder d'avoir un vendeur homme. Hein, sait-on jamais. Et donc, c'est pas parce qu'il y a une discrimination sur le sexe, c'est forcément injuste, ni forcément illégitime. Voilà. Mais bon, c'est un autre sujet dont on pourra reparler. Oui, mais on pourra même aller plus loin en disant que la vie tout entière est un processus de discrimination. Mais oui, bien sûr. On choisit ses amis, on discrimine. C'est ça. Une femme choisit un homme, elle discrimine, et on n'a pas de compte à rendre sur, par exemple, quand on a une entreprise ou quand on a un appartement, sur les gens à qui on a envie de louer cet appartement. On n'a pas de compte à rendre. D'ailleurs, dans le cadre des appartements, les propriétaires discriminent souvent en faveur des femmes. Je vous le signale au passage. Parce qu'elles sont réputées comme tenant mieux leur appartement, étant plus propre, plus rangé, plus organisé. Donc... La femme inspire confiance, de toute façon. Ouais. Ça, c'est l'effet Women are Wonderful. Women are Wonderful. Ouais. Sur l'entreprise, je suis entièrement d'accord. J'estime que, à partir du moment où tu es dans le privé, c'est-à-dire que au niveau des risques, c'est tout pour ta gueule. Hein. C'est-à-dire que si tu te plantes, tu perds tout. On n'a pas à te dicter avec qui tu veux collaborer ou pas. Quoi. Et oui. Et en plus, si tu es chef d'entreprise et que tu es assez con pour te priver des talents d'un mec ou d'une femme douée en raison de son sexe ou de sa couleur de peau, mais tu es déjà puni. Tu es déjà puni par le fait que tu t'es privé de ce talent. Et que le mec ou la femme ira bosser ailleurs. Donc si t'es assez con pour le faire, bien fait pour ta gueule. Mais il n'y a pas besoin de rajouter une sanction, quoi. Puisque la sanction, tu l'as déjà. Et la lutte contre les discriminations, ça s'explique, par exemple, devant le service public. L'égalité devant le service public, ça se comprend tout à fait. On va pas traiter différemment quelqu'un pour telle ou telle raison. Mais une entreprise privée, c'est une entreprise privée. Voilà. Et effectivement, à partir du moment où le chef d'entreprise se prend tous les risques dans la gueule, je pense en particulier aux PME, voilà, il n'y a pas de raison de l'obliger à bosser avec tel ou tel, quoi. Ou alors, il faut le dédommager si le tel ou tel n'est pas satisfaisant. Et pour l'anecdote, j'ai travaillé, pendant que je faisais des études, je travaillais pour un célèbre traiteur parisien, dont je tairai le nom. Et il se trouve que le directeur d'agence était un homosexuel. Et que très bizarrement, à partir du jour où il a été le directeur du traiteur, il y a eu énormément de vendeurs homosexuels. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Il n'a pas été poursuivi. Bah oui, les gens se choisissent en fonction d'affinité. C'est comme ça, on peut pas lutter contre ça.
Bah non. C'est la vie. Oui. Et comme disait Coluche, pour les gens qui sont petits, noirs et pauvres, ça va être très dur. Bah oui, c'est méchant, mais c'est vrai. Et encore, c'est même pas sûr, parce que dans les milieux bobos, c'est très bien d'avoir le pote noir. On Oui. dit toujours, le raciste, il a toujours un ami noir. Mais le bobo, c'est la même le chose. bobo. Le bobo, c'est Oui. exactement la même chose. Il a un ami noir homosexuel, bac plus 12, et il croit qu'il est pote avec tous les noirs. Non, il n'y a pas de... Faut arrêter avec le délire des discriminations. La vie est un processus discriminant, et c'est comme ça, c'est tout. Moi-même, je peux être discriminé demain parce que ma gueule revient pas. C'est la même chose pour Tout le monde peut l'être. Tout le bien monde. Tout le monde. sûr. Et c'est pas... Et c'est sain, et c'est normal. Oui, c'est pas illégitime de choisir. Karl, toi, tu as un mot à dire sur la journée des hommes. Est-ce que tu as vu quelque chose se passer à l'île de la Réunion ? Bah, à l'île de la Réunion, il n'y avait rien d'organisé. Mais moi, j'ai essayé un peu de promouvoir sur certains réseaux sociaux et tout. Ça n'a pas servi à grand-chose. À part, bien sûr, la traditionnelle phrase « Ouais, mais c'est tous les jours la fête des hommes. » Donc, Bah voyons. Là, c'est là, tous les jours. ouais. Sauf la journée de la femme, bien sûr, Ouais. qui est le seul jour pour les femmes. Nous le savons tous. Ah oui, et puis il y avait quelque chose d'assez choquant, c'est que le même jour, il y avait la fête des toilettes. Oui. Ouais, ça m'a... Ouais, la fête des toilettes le même jour. Ouais. Ouais, les Et, journées, ouais. sur le site de l'ONU, parce que c'est l'ONU qui valide toutes ces journées là. Sur le site de l'ONU, c'était les toilettes qui étaient mises en avant. C'était pas la journée des hommes. Sachant qu'il y a une journée du Nutella, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et... Bon, la journée des hommes, voilà, on l'a mis. Alors c'est vrai que les toilettes, au niveau mondial, c'est un enjeu majeur, hein. Parce qu'attention. Ah oui. Mais c'est juste de la... Donc moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait une journée des toilettes pour sensibiliser à ce genre de trucs. Quand les gens chient par terre en ville, bah les gens, ils attrapent, je sais pas quoi, ils attrapent la peste, quoi. Mais il y a un certain nombre de pays où la défécation Inde, plein air, c'est un vrai problème. Ouais. Ah ouais. Et genre en Inde, il y a une personne sur deux ou une personne sur trois qui a pas qui chie dehors, quoi. Donc ça pose des problèmes sanitaires énormes. Mais c'est pourquoi avoir mis ça le même jour, quoi. C'est dingue. C'est juste dingue. Sachant que la journée des hommes existait 5 ou 6 ans avant la journée des toilettes, qui était donc placée là, ou volontairement, ou par quelqu'un qui en avait rien à foutre. Bah oui, mais c'est ça, c'est parce qu'ils en ont rien à foutre. Après tout. Moi, je pense que c'est plutôt volontaire. Donc, Bah. Pour ma part, je tiens à appliquer le rasoir d'Anlon. Hein, je n'attribue pas à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer, a priori. Mais bon, c'est une attitude personnelle. Ouais. C'est comme les chemtrails, j'y crois pas. Tu récidives, Ralph. Fais attention, on va en avoir des commentaires entiers pour te prouver que tu t'es trompé. Je vais me faire défoncer parce que je suis un naïf. Ouais. Pour ma part, je tiens à préciser que je suis persuadé qu'on est vraiment allé sur la Lune. Bah ouais, et que la Terre est ronde. Moi aussi, je crois qu'on est allé sur la Lune. Ouais. Et par contre, la Terre est ronde, ouais, mais moi, je me suis maté toutes les vidéos de Terre plate, c'est génial. C'est un voyage incroyable. Oui, sur le plan intellectuel, c'est fascinant. Exactement, parce qu'on croit qu'on sait, et en fait, on regarde le truc et on se dit, merde, ils sont en train de me mettre des arguments de malade dans la gueule, et en fait, ça nous oblige à aller chercher des tonnes de trucs. Et on s'intéresse au mirage, on s'intéresse à la trigonométrie, on s'intéresse aux satellites. En fait, c'est l'apprentissage par l'absurde. Et c'est très intéressant. Par exemple, moi, j'étais persuadé d'avoir déjà vu la courbure de la Terre en avion. Je suis un blaireau, j'ai jamais vu la courbure de la Terre en avion. Et j'en étais sûr. Et en fait, pas du tout. Il faut monter à 40 km, je crois, ou quelque chose comme ça, pour commencer à apercevoir. Donc, on est très loin. Hein. Quand on est dans un avion, on est à, je sais pas, 6000, 7000, 8000. C'est rien du tout. Messieurs, Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a fait le tour ? Eh bien, grand merci déjà à Karl parce que c'était très sympa de t'avoir avec nous. Et puis grand merci à tout le monde parce que c'était une super émission. Est-ce que quelqu'un a un mot pour conclure c'est toujours un grand plaisir.
Et je vous rappelle, pour expliquer un peu comment fonctionne la chaîne, pour l'instant, on switch sur 2 programmes différents. Un programme qui s'appelle Café des Hommes, donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle de tout et de rien, on est au café. On peut aussi bien parler d'actualité, de littérature, de philosophie. Et il y a un deuxième programme qui s'appelle Autodafé, qui est un format court, dans lequel on va faire la critique, la vraie critique acerbe d'un livre. C'est pas forcément un livre qu'on va défoncer d'ailleurs, ça peut être des livres qui peuvent étonnamment nous plaire. Et la prochaine émission sera consacrée, on peut le dire, Oui, on peut le dire. Ouais. Oui, vas-y. elle sera consacrée au monologue du vagin. Et ouais, ça va être bestial. Je pense que ça va être bestial parce que putain, on est en train de se. Parce que il faut bien que vous compreniez, messieurs dames, que nous, on est dans une posture sacrificielle. On lit des choses. On les lit vraiment. Oui, on les lit vraiment jusqu'au bout. Et en plus, on annote, on surligne. Oui. On essaye de comprendre, on essaye de mettre en perspective. Et vous vous rendez peut-être pas compte de la souffrance qu'on s'inflige. Et peut-être même que la fois d'après, on va se taper une autobiographie de Ségolène Royal de 400 pages. Je crois que vous vous rendez pas compte de ce qu'on fait pour vous, les mecs. Donc, likez la page, partagez, faites tourner autour de vous. Et voilà, on essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Et puis des aussi, émissions. faites-nous des suggestions. Hein, n'hésitez pas si vous avez des suggestions de bouquins à lire. Ouais. Parce que c'est vrai que. Enfin, peut-être que les auditeurs ont Peut-être d'autres qu'un de idées. ces 4, je vous proposerai un bouquin féministe qui m'a plu. Et que je trouve Voilà, vraiment et de même, bonne qualité. Bah, très et bien. même on pourrait faire quelque chose de plus étonnant, c'est de prendre des livres qui sont censés nous avoir plu. Par exemple, je sais pas, des livres qui tournent dans l'alt-right française, et puis en faire une critique, et puis en fait démontrer que c'est de la merde. Voilà. On se pose aussi. aucune limite, donc n'hésitez pas à nous donner des suggestions. Et puis bonne écoute. Et laissez des commentaires, mettez des pouces bleus, partagez, mettez l'alarme pour être prévenu quand une nouvelle vidéo sort. Et on vous remercie de nous écouter. Bonne soirée. Bonne Ciao, soirée à ciao. tous, Bonne soirée. et merci beaucoup.